Bienvenue dans ce deuxième épisode de Jamais trop tard. Aujourd'hui, on va parler de Bruegel l'Ancien avec la chute d'Icare qui date de vers 1595-1600. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, je n'en sais rien. Moi, je ne l'ai jamais vu, pour être tout à fait honnête. Asvold, je sais pas, je crois pas. Que je l'ai vu, c'est-à-dire... Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui, en vrai, dans un musée? Non, je crois que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui l'a vu en vrai, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, c'est que l'original a été perdu Oui. et qu'il existe des copies qui sont peut-être de l'atelier de Bruegel, peut-être de ses fils. On ne On sait sait pas pas. trop, ouais. Donc, mais même les versions qui existent encore, je n'en ai pas vu. Je crois qu'elles sont à Bruxelles. Enfin, en tout cas, il y en a une à Bruxelles. J'ai vu peu de tableaux de Bruegel en vrai, hélas. Moi, je sais pas si... Le tableau, non, mais le mythe, oui. Je sais pas si... je crois pas avoir déjà vu de tableau de Bruegel, mais... De toute façon, je pense que la plupart des tableaux sont plutôt exposés en Belgique. Belgique, Pays-Bas, je pense. Ouais, donc... et comme je ne m'y suis jamais rendue, non, je pense que j'ai jamais vu. Attendez, je me mouche, les amis. Voilà. Alors, si on présente un petit peu quand même l'artiste, Bruegel l'Ancien, c'est... Alors, si on fait des recherches un peu sur Internet, ce qui est assez intéressant, c'est que la chute d'Icare, vous allez trouver un nombre incalculable d'analyses d'œuvres de ce tableau. Des vidéos sur YouTube, tout un tas de trucs. Vous allez vraiment trouver plein de choses. Mais sur l'artiste en lui-même, on a très peu de données. On n'est pas trop sûr de l'orthographe de son prénom. On n'est pas trop sûr de... Enfin, on ne sait pas où est-ce qu'il est né exactement. On a une zone géographique. On est sûr de là où il est mort, donc à Bruxelles. Mais pour le reste, c'est un peu compliqué. On sait qu'il a deux fils, je crois. Oui, c'est ça. Connaît. Mais on connaît le nom de son épouse. On connaît... le nom de son maître, de son maître quand il a appris la peinture, tout ça. Mais globalement, sur sa vie, on sait pas grand-chose. On sait quasiment rien, en fait. On n'est même pas sûr de sa tête, entre guillemets, puisqu'on Oui, a un portrait de lui, mais enfin, on pense que c'est un portrait, mais on n'est même pas sûr que ce soit vraiment un autoportrait. oui, je vais le montrer. Comme ça sera Oui. fait. Voilà, ouais. Attendez. Toc, j'enlève ça. Et ça. Voilà, un autoportrait de Bruegel. Mais c'est peut-être un autoportrait. On ne sait pas si c'est véritablement lui. Donc ça serait Le cet peintre et homme. l'amateur. Ouais, le peintre et l'amateur. Mais on sait pas, on n'est même pas sûr à 100% que ça soit bien lui. On ne sait pas. Voilà. Si c'est lui, en tout cas, incroyable. Coiffure Ouais. incroyable, barbe Les sourcils. incroyable. Les sourcils 10 sur incroyables. 10, sourcils, super. Sourcils super. Un style, un drip impeccable. Ouais. Moi, c'est les sourcils. Vraiment. Ouais. Là, ce sourcil mal. touffu, là, il est incroyable. Très, très Bruegel, bon. le sourcil touffu, qu'on l'appelait. Ah bah oui, hein. Attendez, on peut zoomer sur ses sourcils. Est-ce qu'on peut Regardez-moi zoomer ça. sur les sourcils? Regardez. On dirait des feuilles de palmier qui retombent. Incroyable. Je pense que je finirai avec ces sourcils-là, hélas. Oui, je pense. Le Il moins y a que une je- chance, hein. Ouais. Mhm. Ouais, on est mal, hein. On est On est mal. mal. Alors, pour en revenir à nos moutons, Oui. à nos flamands. Je reviens au tableau qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Asvol, je te laisse commencer. Pardon, ça a coupé. Je disais, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce tableau? Asvol, je te laisse commencer. Bah, moi déjà, on t'a annoncé le titre, il me semble, La chute d'Icare. Il y a un des trucs les plus évidents, c'est la distance, la dichotomie entre le titre et ce qu'on voit. Mhm. Puisque si on n'a pas le titre du tableau, on a du mal à percevoir la chute d'Icare. On voit un laboureur au premier plan qui prend quand même quasiment une moitié du tableau en diagonale. Hein. C'est très... ça prend beaucoup de place. Mhm. On voit des bateaux qui s'en vont. Je pense que c'est un lever de soleil. Mhm. Lever au coucher, je pense que c'est un lever au vu des couleurs. Si on zoome un petit peu, il y a un autre paysan avec ses moutons, donc un berger. Et je crois qu'il y a quelqu'un près de l'eau. Mais c'est très... voilà, on pense que c'est... À première vue, c'est pas du tout le sujet, quoi. Ouais. Et si on zoome, on voit un petit peu plus, on voit ce qui se passe vraiment. On voit ce qui se passe Si on zoome ici. un petit peu. Moi, j'ai un petit décalage avec le stream, mais... Voilà. Donc ici, on voit uniquement une jambe, deux jambes, je ne sais plus, quelques plumes. Ah voilà, ça y est, j'ai le retour. On voit deux jambes, quelques plumes, et voilà, c'est tout ce qu'il y a d'Icare dans le tableau. C'est tout ce qu'on voit de la chute d'Icare dans le tableau. Donc déjà, moi, j'y vois un petit mauvais esprit. Je le trouve très drôle. De toute façon, je le trouve très drôle, Bruegel. On me dit qu'au musée Thomas Henry, il y a un tableau de Bruegel. Ah, ok. Si, c'est C'est lequel? Est-ce que quelqu'un Euh, sait? Non, mais moi, ça me parle, mais est-ce que c'est Bruegel C'est le jeune? Je ne sais pas. Attendez, je regarde vite fait. Parce que ça veut dire qu'on l'a vu, du coup. Ouais, tout de suite, ce qui frappe quand même sur ce tableau, alors je rentre peut-être déjà trop dans l'analyse, mais c'est une scène de la vie quotidienne qui a l'air de prendre tout l'espace, le cycle de la vie, de la nature, du quotidien, et le drame qui en fait est une portion infime, comme quelque chose qui se déroule à l'arrière-plan. Et ce qui est assez intéressant, c'est que normalement ils sont deux aussi, c'est Icare et Dédale reste son père, donc reste dans le ciel. Et là, il représente même pas Dédale. Alors que les peintures qu'on voit d'habitude, c'est plutôt empathique sur Icare qui s'effondre, Dédale qui regarde derrière lui, qui a l'air horrifié, etc., etc. Alors, petit point quand même, la boutique du barbier. Donc, ce n'est pas Bruegel l'ancien, c'est Bruegel le jeune, et c'est d'après Bruegel le jeune. Donc, c'est même pas Bruegel le jeune qui l'a peint, c'est un anonyme qui a repeint le tableau de Bruegel. Et oh punaise, je l'avais pas vu. Bah non, on le voit pas. C'est ça qui est intéressant. Donc si on revient quand même un petit peu, je te coupe un petit peu sur ce que t'as dit, Harold. On va revenir petit à petit sur comme on fait d'habitude. On va essayer de reparler de manière... comment dire? On va essayer de parler de ce qu'on voit et essayer d'expliquer comment le regard déjà en vient pour être attiré de la chute d'Icare. Parce que c'est vrai qu'on a ce titre qui nous indique ce qu'on doit voir, mais à première vue d'œil, on ne le voit pas. Et il y a des éléments clés qui font que notre regard est redirigé. Donc on peut parler un petit peu de tout ça. On voit donc au premier plan, on a cette première scène du laboureur qui est dans son champ, qui est en train de labourer. L'une des choses qu'on voit donc au-delà du fait qu'il soit au premier plan, c'est qu'il a une chemise rouge qui se détache du reste du tableau, qui est assez dans des teintes très similaires. Donc notre regard est déjà attiré par cette chemise rouge. On a au second plan, on a le berger qui est avec ses moutons. On n'a pas tellement de couleurs qui prédominent, mais on a quand même relativement pas mal de couleurs, de taches plus lumineuses, plus claires. Et ça nous renvoie quand même
quand même vers le bateau, pardon, pas le tableau, vers le bateau avec ses voiles qui prennent le vent et qui sont d'une couleur plus claire aussi. Et si on regarde plus sur le côté, on a le pêcheur qui est ici. Et le pêcheur, qu'est-ce qu'on voit? Il a une écharpe rouge. En fait, le peintre nous renvoie de lui-même vers cette zone, comme ça. Et vers cette zone, on voit au centre de cette zone les jambes d'Icare qui sortent de l'eau. Il y a une sorte de goulot d'étranglement qui nous amène à Icare un peu. Oui, tout à fait, tout à fait. On est vraiment, on est sur quelque chose qui, on a l'œil qui est attiré très doucement vers la scène qu'on est censé observer. Ça fait un triangle en fait des Bermudes. Le triangle des Bermudes où est tombé Icare. Exactement. Non mais vraiment, il est pas au centre, mais il est bien dans ce triangle-là. Oui. Il est, la construction est faite, la construction, la composition est faite. Donc la composition, c'est comment on va placer les éléments sur un tableau pour rediriger l'œil du spectateur, donc notre œil à nous. Et ben finalement, on a la scène qui finalement est pas au premier plan, mais pas loin quand même. Et sur tout l'arrière-plan, on retrouve un paysage qui, ma foi, est plutôt classique des peintures de cette époque, plutôt de l'époque de la Renaissance, avec au premier plan le sujet important et à l'arrière-plan le paysage qui est plutôt décoratif. Et je dirais même que c'est très typique des peintures de non seulement son époque, mais sa zone géographique. Oui. Parce que c'est très typique de la peinture flamande, donc hollandaise, même si c'est anachronique d'appeler ça hollandais, de l'époque. C'est on voit beaucoup de cieux, beaucoup de paysages du genre. J'avais pas remarqué aussi, avant qu'on le fasse remarquer, que ce coin-là était aussi sombre aussi. Le triangle, Oui. c'est le seul endroit de la mer qui soit aussi sombre. Oui. Pour sans doute mettre en valeur les plumes, l'écume et les jambes d'Icare qui sont beaucoup plus pâles. Ouais. Je l'avais pas vu. C'est vrai. Et une chose qui est intéressante aussi, c'est que si on regarde tous les sujets du tableau, quasiment personne n'est tourné vers Icare. Donc le laboureur et son cheval, ils regardent dans cette direction. Le berger regarde le ciel. Les moutons, en dehors de celui-là à la rigueur qui est prêt, qui se demande qu'est-ce qui se passe, il y a un poisson dans l'eau, tous les autres regardent dans des directions opposées. Vous avez le pêcheur qui est occupé à sa pêche, à tirer son filet. J'avais même pas vu qu'il y avait sa petite tasse de café à côté, dis donc. On voit pas, il regarde pas dans la direction d'Icare, et même la grive ici, l'espèce de faisan, n'est pas du tout, n'a pas le regard attiré sur Icare. Donc même le bateau, il va pas vers Icare, il s'éloigne d'Icare. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'évitement de ce personnage, et en même temps, on a le regard qui revient vers ce personnage. Donc c'est assez intéressant la manière dont la composition est pensée. Même les lignes du laboureur renforcent les lignes du laboureur qui sont parallèles à la falaise, au bord de la falaise, renforcent la composition. Ouais. C'est assez intéressant. Mais graphiquement, oui, c'est quelque chose quand même. Et on parlait de... Des fois, les choses sont pas logiques juste parce que le but du jeu d'une peinture, c'est avant tout d'exprimer quelque chose, etc. Mais il peut pas se brûler les ailes près du soleil si le soleil est en train de se coucher. Ça marche pas géographiquement parlant. Le soleil est censé être à son zénith. Mais je pense qu'il place le soleil là, déjà parce que c'est super classe dans la composition. Et ensuite, ça marche avec cette zone d'ombre et de lumière qu'on disait tout à l'heure. Icare est dans l'ombre parce qu'il est derrière le bateau, parce qu'il est dans cette zone isolée du soleil. Ça oui, et puis de toute façon, globalement, l'artiste fait ce qu'il veut. Donc, exactement. S'il a envie de mettre le soleil plus bas dans le ciel, il le fait, en fait, tout simplement. Et je pense aussi que c'est signifiant pour la composition. Oui, ça aurait tout clairement à fait. pas eu le même intérêt. Ah bah oui.
C'est pour d'un ça autre que des côté. fois, on a pour nous quelques incohérences dans les compositions de certains tableaux, alors qu'en réalité, c'est pas tellement une incohérence, c'est juste un choix fait par l'artiste qui, certainement, lui, va trouver toute sa cohérence là-dedans, quoi. Donc, bon. Tout à fait. Donc, c'est assez intéressant parce que Bruegel, il est entre deux périodes. On est à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Et il a une approche déjà très, moi je trouve très contemporaine de la peinture. Parce que finalement, il s'intéresse beaucoup dans son travail, je vais vous montrer d'autres œuvres de lui plus tard, il s'intéresse beaucoup à la vie paysanne. Donc lui, il est plutôt dans la sphère de la bourgeoisie. C'est quelqu'un qui, voilà, est plutôt bien placé. Il vit à la capitale, je crois. Non, je sais plus s'il vit à la capitale, mais ici, il va vivre à la capitale. C'est compliqué de parler de capitale Oui, à cette époque-là, encore là où il n'y a pas vraiment d'état-nation. oui. Mais il vit dans une ville. Voilà, Bruxelles, à l'époque, il a vécu quasiment toute sa vie à Bruxelles. C'est une ville extrêmement importante, Mhm. commercialement parlant, même au niveau du pouvoir. Je pense qu'on reparlera un peu de la géopolitique de l'époque. Mais lui, il est... donc, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais il y a quelques écrits. Je peux vous lire, par exemple, qu'il était décrit comme un homme tranquille, sage et discret, mais en compagnie, il était amusant et il aimait faire peur aux gens ou à ses apprentis avec des histoires de fantômes et mille autres diableries. Donc, on sent que c'est l'esprit un peu pépère, un peu tranquille. Et finalement, je trouve que ça se ressent beaucoup dans ces tableaux. Je trouve que ces tableaux transpirent beaucoup de ce que l'artiste est. On est vraiment sur quelqu'un qui représente la vie de tous les jours, des paysans, avec le travail mis en avant. Et c'est quand même l'époque des œuvres où on représente des scènes bibliques, des scènes importantes dans l'histoire, etc. Et ce n'est pas mis de côté, mais d'une certaine manière, c'est mis un peu soit à la même échelle que la vie paysanne, soit un peu tourné au ridicule face à la vie des paysans. Donc on est quand même sur un parti pris très assumé, quoi. On est quand même sur quelque chose de coolos. Je sais pas si tu veux... Dis-moi, Harold, si tu veux rajouter. Non, non, ce qui me semble intéressant de ce côté-là, c'est que le religieux est quasiment, enfin, comme à l'époque d'ailleurs, intégré vraiment dans la vie. Oui. Là où les scènes de Moyen-Âge, c'est le fait religieux au centre, souvent, même qu'il y a beaucoup d'exceptions, bien entendu. Là, chez Bruegel, c'est des scènes de la vie quotidienne où le fait religieux existe, mais il est un peu noyé dans la masse. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi, comme tu le disais, un esprit de... Comment dire de petit con, j'ai envie de dire. Plus, toi, tu parlais de Pépère, c'est un peu ça, de la petite blagounette. Déjà, la chute d'Icare représentée comme ça, c'est quand même pas innocent. Il y a un esprit... il y a un esprit parfois un peu satirique, parfois un peu moqueur, parfois un peu grotesque, qu'on reverra dans plein de tableaux. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est très hérité du Moyen-Âge, de cet esprit, pas grivois, ce serait un peu anachronique, mais de cet esprit de la farce, du conte. Ça m'étonne pas cette histoire de fantôme, même si, encore une fois, on peut pas trop sourcer ces écrits-là, parce qu'on le voit vraiment il prend plaisir aussi à montrer des choses grotesques, des choses un peu effrayantes, des choses un peu étranges. Et ça contraste beaucoup avec l'aspect quand même plutôt tranquille de son œuvre, qui représente le quotidien, qui représente les gens qui travaillent, les gens qui mangent, qui dorment, qui font la sieste. Et aussi ces couleurs qu'on n'a pas trop parlé, c'est une technique dont j'ai complètement mangé le nom, mais c'est un genre de peinture à l'eau en fait. Donc tous ces tableaux sont très délavés, c'est pas du tout de la peinture à l'huile. Et il y a ce côté aussi très palo qui renforce ce côté
Alors les Ce répliques, côté pet les répliques sont à l'huile, mais je pourrais pas dire comment était faite quelle J'ai était la lu et technique je me pour souviens plus. l'œuvre de base. C'est pas un genre d'aquarelle, même si je sais qu'il a fait aussi de l'aquarelle. Mais c'est une peinture à l'eau, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Je me suis renseigné un petit peu. Oui, C'était donc beaucoup ça. peint sur panneau de bois aussi, hein, c'est typique de Oui. l'époque. Les toiles, ça se faisait pour le transport plutôt. Mais c'est beaucoup Mhm. panneau de bois. Un truc qu'on n'a pas dit pour son passé, désolé, ça vient un peu comme un Pas cheveu sur grave. la soupe, c'est que comme beaucoup de peintres flamands à l'époque, il a étudié en Italie. Oui. Il a fait quelques années ou mois, je ne sais pas, d'études en Italie. Et des gens ont même trouvé des localisations précises dans ses tableaux. Il a Oui. représenté des villes très, Et, très, et très, très d'ailleurs, précisément. pour ses études pour le tableau de la chute d'Icare ont été faites à Rome. Ah, d'accord. Donc oui, oui. Il n'y a pas que ça. Il y a, je sais plus quel autre de ces tableaux ont été. Ils ont retrouvé des études qui ont été réalisées de sa période à Rome. Mm. Mais après, c'est pas étonnant vis-à-vis de l'époque, je trouve. Oui, c'est très courant. Les peintres flamands faisaient beaucoup leur apprentissage à Ouais. Rome, en Italie. Et Surtout les Flamands. les quelques lignes sur son caractère sont sourcées. C'est Karel van Mander qui les a prononcées, qui les a D'accord. écrites. Et c'est un peintre, semble-t-il, avec qui il était Les ami, contemporains de Bruegel. qu'il côtoyait, D'accord, ok, très bien. de ce que j'ai compris. Très bien, très bien. Je regarde un peu mes notes pour être sûre de ne pas oublier jusqu'ici des trucs qu'on a pu faire. Oui, il y a une anecdote qui est quand même assez drôle, c'est que pour parler un peu du personnage, donc il est élevé à la bourgeoisie, enfin il s'est élevé à la bourgeoisie, mais il garde un lien avec les paysans à qui il parle. Et il y a des anecdotes comme quoi, avec d'autres amis peintres, il s'invitait au mariage. Il s'habillait comme les paysans, il venait avec des cadeaux et il s'invitait au mariage pour se faire passer pour un invité. Il s'asseyait, il buvait un coup, il parlait avec tout le monde et surtout il les observait. Et du coup, c'est quelque chose, c'est une proximité qui fait que c'est l'un de ses sujets favoris en fait dans ses tableaux. La représentation des paysans et de la vie active, etc. Et vis-à-vis de tout ça, je pense que c'est intéressant de dire aussi qu'il est stoïcien et humaniste. Et donc, lui, comment expliquer ça? Il est plutôt Wedding Crasher comme Owen Wilson et Vince Vaughn, oui. Je pense que Bruegel, à notre époque, il aurait fait du React Twitch sur 4 mariages et une lune de miel. Mais, Je pense, ouais, je pense. c'est mon avis. Il aurait noté la robe de mariée, je pense. Donc, en gros, pour la faire courte, Bruegel, il part du principe que les hommes ont un destin et que de toute façon, il faut s'y tenir et qu'il faut rester, comment dire, il faut pas vraiment faire de pas d'écart par rapport à ça, puisque la nature étant plus important, la nature étant supérieure, on n'est pas autant que nous, on reste. Je sais pas comment l'expliquer. Autant que nous, on reste dans notre voie qui est. Je sais pas comment expliquer. Aide-moi, Asvold. Non, parce que j'ai pas lu cette partie-là. Donc, En gros, d'accord. Attends. en fait, si mes souvenirs sont corrects et au vu de toute façon de son œuvre, ça semble cohérent. Prédéfini, ouais. Il dit surtout que finalement, c'est que. Pardon. Il se positionne contre l'excès de manière générale. Oui, et voilà, c'est contre, ça. notamment la cupidité et l'orgueil. C'est Mhm. des thèmes qu'on revoit beaucoup. Et il invite l'homme à
trouver sa place dans la nature, Et de rester parmi à les sa, choses et de du rester à sa quotidien. place. Et ouais, c'est ça. Et C'est de... vraiment que, en gros, l'humain est très petit dans l'univers et que ça sert à rien de vouloir lutter contre l'univers et contre la nature, puisque de toute façon, on n'est rien. Donc, il y a une espèce de destinée autour de ça et qui fait que autant se vouer à son travail, respecter ce qu'il y a autour, etc. Et donc, il y a quelque chose qui vient... en fait, cette mentalité-là, elle vient beaucoup, je trouve, conforter la façon dont il illustre des scènes de croyances ou des histoires mythologiques ou des scènes bibliques, en fait. Mm. Parce que Ouais. Icare, c'est celui qui a volé trop près du soleil, qui était, on va dire, qui est un peu le rêveur, qui a essayé d'avoir trop d'ambition, etc. Et qui se retrouve le cul dans l'eau. Et à côté de ça, on a finalement que des personnes qui sont dans la nature, travaillent au service, dans la nature et observent la nature, etc. Donc il met plus en valeur cette volonté de dire oui, ça sert à rien d'être trop ambitieux, etc. Et cette question de mise en valeur, elle est intéressante parce il aurait pu faire comme tout le monde un tableau très emphatique sur la Mhm. chute d'Icare qu'il représente en premier plan. Et je pense, j'en sais rien, que s'il l'a pas fait, c'est parce qu'il voulait pas mettre en valeur justement ce l'hubris et l'excès, et qui montre Mhm. au contraire que l'orgueil, l'hubris et l'excès, ça mène à À rien, rien. et que en plus, c'est même pas une tragédie là, tout le monde s'en fout vraiment. Personne ne voit, personne ne regarde. La vie continue, enfin la vie quotidienne a gagné et Icare a échoué. Je trouve encore plus mordant et ironique que la plupart des tableaux sur Ah le oui, oui, sujet. totalement. C'est très, Alors, très acide. pour reparler du stoïcisme quand même, parce que je l'ai très mal, Oui. voilà. C'est une philosophie de l'éthique personnelle influencée par son système logique et c'est vu sur le monde naturel. Il prône l'acceptation sereine du destin. Dans sa définition stoïcienne, et la maîtrise de soi en s'efforçant de vivre en accord avec la nature et en se détachant des émotions perturbatrices. Voilà, pour le dire très clairement. Donc en gros, oui, c'est tout l'opposé de ce que Icare a pu... la représentation d'Icare et de cette volonté de vouloir suivre son ambition ou cette folie de vouloir se rapprocher du soleil, cette folie aveuglante, etc., qui du coup le mène à sa perte. Lui, il est tout à fait contre ça. Et donc, c'est aussi le fait qu'il soit cette personne avec ses croyances-ci que Bruegel en vient à faire aussi cette représentation du mythe. On peut pas dissocier qui est l'artiste. Je pense qu'on peut pas dissocier les convictions de l'artiste, en l'occurrence ici avec les représentations et ce qu'il essaye de faire passer à travers son œuvre. Donc c'est des thèmes qu'on va revoir dans pas mal d'œuvres après. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport entre l'art et l'Église. Parce que bon, là, c'est une scène de mythologie, mais si on parle, il n'a pas fait que ça. Et si on parle un petit peu du rapport à l'art et surtout du rapport au marché de l'art, pour le dire grossièrement, finalement, on est déjà dans une autre façon de consommer l'art à cette époque-là. Ça va être des ducs qui vont, en l'occurrence, c'est un duc en particulier, j'ai oublié le nom, mais qui va acheter beaucoup des œuvres de Bruegel, qui va collectionner les œuvres de Bruegel, etc. Donc on est sur l'art qui finalement se détache totalement, enfin peut-être pas totalement, mais qui se détache de l'Église, qui n'est plus sujette à faire que la représentation de scènes importantes. On a aussi la gravure qui se développe de plus en plus. Et,
qui se développe. Elle est déjà bien développée, mais la gravure va permettre de... J'ai planté. J'ai planté au milieu de J'ai ma vu phrase. ça. J'ai vu ça. Oui, il y a une pratique d'atelier qui se développe C'est ça. beaucoup. Et donc, notamment, comme tu disais très bien, un travail de commande par rapport aux nobles, aux ducs et aux petits bourgeois aussi qui commencent Ouais. à passer des travaux de commande. Et en parallèle, une activité effectivement, de reproduction de gravures pour vendre pas encore à un public Mhm. au commun, mais même chose aux petits commerçants, aux petits bourgeois qui peuvent avoir une gravure de Bruegel. Et c'est aussi pour ça que le religieux reste important, parce que ça reste une société très religieuse à l'époque, Mhm. mais qu'on voit de plus en plus de choses qui illustrent aussi des choses locales, donc des scènes Ouais. de vie paysanne, des scènes, on va voir des scènes de proverbes notamment, des scènes plus amusantes. Et ça, c'est quelque chose qui va bouger aussi un petit peu à cette époque. Tout à fait. Asvold, est-ce que tu as remarqué un élément qui dénote un peu au premier plan, en dehors de Icar qui a le cul dans l'eau? Alors, un élément qui dénote au premier plan. Alors là, comme ça, très loin, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a un objet au premier Dis-moi plan tout. qui dénote un peu. Un objet au premier plan. Alors Je suis là, même je le vois étonnée pas, que tu mais je l'aies pas suis vu. assez loin. Est-ce que tu peux zoomer dessus? Car je suis plutôt loin de la télé. Où s'affiche actuellement ton stream. Avec le décalage. On va pas voir. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Je vois pas si c'est trop sombre. une épée et une bourse de poser Ah! sur le rocher. Est-ce que tu peux zoomer encore un petit peu? Ah oui, d'accord, je vois. Non, je peux Donc pas. peut-être plus une dague? Ouais, alors, ils Ça disent une appartient aux épée. paysans? Apparemment, Ok. oui. Et donc, ça fait référence à une citation, un proverbe, puisque tu m'avais parlé hors stream du fait que Bruegel aimait bien illustrer aussi des proverbes et ce genre de choses. Tout à fait. Eh bien, ça fait partie, c'est une référence à un proverbe et c'est « Épée et argent requièrent main astucieuse ». Voilà. Ça me fait juste sourire de voir ça, de voir ce détail. Donc on est encore, une fois, sur les thèmes de prédilection de C'est Bruegel, ça. c'est qui est l'orgueil et la cupidité. Donc Exactement. le pouvoir et le pognon. Toujours, Exactement. toujours, ça revient tout le temps. D'où le fait que les objets sont laissés sur le côté. Il y a un petit peu, je vais, vous me dites si vous voyez pas la même chose, mais il y a des espèces de, pas de confrontation, mais de comparaison qu'on peut faire entre, par exemple, le rêve et la réalité, entre Icare, qui est le rêveur qui s'approche près du soleil, et la réalité des travailleurs dans la nature. On a le laboureur qui représente l'espoir et l'espérance. Et Icare qui représente la souffrance et l'homme déchu, condamné à se racheter par le travail. Et donc Icare, évidemment, représente la chute de l'homme. Qui a des espérances... pas des espérances, mais des rêves inatteignables ou des volontés qui sont trop importantes et trop en décalage avec la réalité. Est-ce que vous connaissiez ce tableau ? Asvold, oui. Il y a un décalage avec le stream, alors je sais pas du tout. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent dans ce tableau ? Oui. Je suis désolée, vous allez avoir un long décalage. Il y a tellement de décalage entre
Entre la moi véritable et la moi rediffusée. Entre la moi du passé et la moi Et la moi du non, présent c'est pas ça. et du futur, non hein. Et toi, est-ce qu'il y a, Asvold, est-ce qu'il y a des choses qui te frappent Sur le on tableau, je soulève pense pas que forcément. j'ai à peu près dit ce qui me semblait intéressant. Moi, j'ai hâte de De voir la montrer suite, de la voir suite. d'autres œuvres, parce que j'aime beaucoup le travail de manière générale. Je regarde dans mes notes si j'avais écrit d'autres choses, mais non. Mhm. Sur le tableau en lui-même, j'avais rien écrit d'autre. D'accord. C'est pas une. Je pense qu'il y aurait, encore une fois, il y aurait encore 1000 autres choses à dire, mais Oui, mais on n'est pas là pour faire un cours académique, hein, donc. c'est ça. C'est ça. Sait-on le lieu? Alors moi, je le sais pas. Je C'est sais pas. compliqué, hein. C'est très compliqué, ouais. Moi, j'ai souvent dans les tableaux de Bruegel, j'y vois le paysage de son époque, les Flandres, donc Belgique, Hollande. Euh, c'est peut-être pas le plus frappant, mais les paysages enneigés, moi, je vois vraiment certains coins. Je pense que Ouais, moi, je pense que c'est plutôt inspiré de ça et de ce qu'il connaît de toute façon. Après, je pense que c'est imaginer, fantasmer aussi par rapport à des Bien sûr. lieux peut-être qu'il a déjà traversés, vus. Et Parce puis je que pense qu'il s'est beaucoup basé aussi sur ses esquisses de sa période italienne. oui, c'est ce que j'allais dire. Ce qu'avait dit Asvold au début, que si on ne m'avait pas dit le titre, je n'aurais jamais deviné le sujet. Bah, c'est vrai que là, le sujet, il est tellement moindre par rapport au comment. C'est vrai que si on n'avait pas le titre, on pourrait pas forcément deviner de quoi il en devient. Bon, après, on le voit pas très bien, mais peut-être sur la deuxième image. Attendez. C'est très commun à son œuvre, surtout à son œuvre à ses œuvres du début, Bruegel. On comprend pas toujours le sujet, on comprend pas toujours ce qui se passe. Il aime bien cacher les choses, il aime bien déguiser, donc c'est pas étonnant qu'on Et comprenne vous pas. avez le petit J'avais pas indice. vu le petit gobelet, c'est chouette. Ah oui. Non. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il a le Oui, tu gobelet disais tout à l'heure, de ça me café fait beaucoup rire. et le petit couteau dans le dos. Alors actuellement, c'est Vous sans doute avez pas du café, parce que le café, c'est états-unien, donc pas avant la et, conquête. et donc vous avez des plumes aussi qui tombent Oui, en j'en ai même temps. parlé tout à l'heure, ouais, il y a une traînée de plumes qui marque sa chute. Même l'oiseau s'en fout, quoi. Et pour les ruines, ouais, l'oiseau n'a Comme tu rien à disais. péter. Les ruines au milieu de l'eau, on pourrait pas dire. Et je ne connaissais pas Bruegel du tout. Parce qu'en plus, ça aurait pu être n'importe qui est tombé à l'eau. Ah bah oui, ça aurait pu être n'importe qui, quelqu'un qui tombe de la falaise. Ah oui, les plumes. Ouais, les plumes font l'indice En plus, pour vous avez... désigner Alors Icar, non, mais ça c'est sa main, mais ouais, vous avez quand même les plumes. Après, rien de mieux quand vous allez dans un... En fait, il faut vous dire que là, c'est clair que bon, vous avez le minimum d'informations quand vous regardez le tableau. Moi, je vous donne juste le nom de l'artiste, le nom du tableau et la date. On parle après brièvement des techniques et tout ça, quand on les a. Mais dites-vous que si vous allez dans les musées, surtout maintenant en 2026, les scénographies, elles sont vraiment pensées maintenant pour le public et il faut que les scénographies, en tout cas les textes, les explications et tout, il faut qu'elles soient un minimum compréhensibles pour des personnes plus jeunes, notamment pour des adolescents, des enfants. Donc quand vous allez dans un musée, vous avez en fait toutes les clés de compréhension pour les œuvres. Il vous suffit de lire les cartels, il vous suffit, alors c'est un travail, hein, ça demande beaucoup de ressources intellectuelles. Enfin, on peut sortir fatigué d'une visite de musée, mais oui, il faut faire ce travail de lecture. Mais réellement, tout ce qu'on vous dit là, c'est des choses qui, la plupart du temps, sont indiquées juste sur les cartels. Vous avez vraiment toutes les explications
dans les musées, hein. Que vous alliez, je vais parler des musées qui sont autour de nous à Paris, mais que vous alliez au Centre Pompidou ou au musée d'Orsay, vous allez avoir pléthelle et pléthelle de textes. Et en plus, maintenant, vous avez quand même les outils de visite guidée. Vous pouvez avoir des lectures, etc. C'est quand même malheureusement assez souvent qu'il n'y a pas d'informations autres que artiste, titre, date. Ah non, non, au contraire, il y a beaucoup d'informations. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Maintenant, Ouais, j'avoue qu'à c'est... part, en tout cas, les musées parisiens, c'est quand même souvent les cartels sont bien, hein. Ah oui, 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 les cartels sont très fournis. Même les audioguides self... Oui, oui, oui. Et surtout, en fait, il y a souvent parfois des QR codes, parce que c'est clair qu'ils peuvent pas faire un catalogue à la place du cartel. Mais des fois, vous avez sur les cartels des petits QR codes qui vous renvoient vers des pages du site de... Enfin, ils ont des espèces de sites en ligne qui référencent beaucoup de choses. Donc, justement, c'est un peu overwhelming. Dans le musée, il y a tellement de choses à voir, lire, écouter, que ça peut être épuisant mentalement. Ah oui, alors de toute Mm. façon, quand vous Ça allez l'est. dans un musée, moi, ce que je vous conseille, si vous allez dans un grand musée, par exemple le musée d'Orsay, ce que je vous conseille, c'est d'y aller en vous disant, aujourd'hui, on ne couvre que cette période. Et vous y allez, et vous... Parce que de toute façon, un musée, on peut pas le voir en une seule fois. Il faut forcément faire plusieurs passages. Vous aurez jamais les billes de compréhension. Vous n'allez jamais retenir tout. Déjà, même en faisant 3 salles sur le fauvisme, par exemple, vous allez voir des tableaux, et puis le lendemain, vous allez y retourner. Toujours en regardant le fauvisme, vous allez vous dire mais ce tableau-là, il a changé depuis la veille. Je l'avais pas vu. Parce que notre regard est naturellement attiré par des choses qu'on apprécie, qu'on trouve jolies, des couleurs, des formes. Donc il y a des choses qui passent un petit peu à la trappe, donc on ne peut pas tout voir. Et il faut accepter le fait que quand on visite un musée, on ne verra pas tout. Donc le mieux, c'est quand vous avez quelque chose qui vous intéresse à fond, de lire ce qui vous intéresse, de passer à côté d'autres choses. Vous avez totalement le droit de passer à côté des œuvres. Mais si vous comprenez rien du tout à une œuvre, je vous invite vraiment à lire les cartels. Les cartels, généralement, sont très bien. Si les cartels ne sont pas assez bien fournis, c'est que vous avez un texte d'introduction qui explique une thématique plus large ou le courant artistique dans lequel s'ancre l'œuvre. Ça peut être comme ça aussi. Et sinon, oui, vous avez des audioguides. Vous avez aussi des personnes qui sont là en surveillance dans les salles. Et bien souvent, ces personnes, elles sont formées. Elles peuvent vous donner des informations. Vous pouvez leur poser des questions. Elles peuvent vous renseigner. Elles sont là aussi. Elles sont là pour surveiller, mais elles sont aussi là pour faire de la médiation sauvage. Et vous pouvez très bien leur parler d'œuvres. Elles sont là pour vous répondre et vous donner des billes, des clés de compréhension, etc. J'ai souvenir d'un musée à Marseille avec beaucoup de portraits, avec aucune autre info que le nom de l'artiste, titre, nom de la personne peinte et date. Et en plus, quand c'était des femmes, il n'y avait pas de nom de la femme, évidemment, dans le titre. Mais Yes, ça fait c'était plaisir. il y a au moins 4 ans et c'est peut-être amélioré depuis. Sincèrement, oui, ça s'est vraiment très amélioré. Pour avoir travaillé en musée, je vais le dire de manière un peu... En fait, il y a des petits musées. Moi, je travaillais dans un petit musée. Et il y a des petits musées qui sont souvent régis par un conservateur qui est là depuis de nombreuses années, qui est un peu de l'ancienne école. Et vous allez avoir le minimum syndical en termes de compréhension artistique et d'indication pour le spectateur. Et je trouve que maintenant, quand vous avez des personnes un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques, ce qui est peut-être plus le cas maintenant, en gros, vous avez un espèce de renouvellement naturel des personnes qui sont à la tête des musées, à la tête des collections, etc. Et je trouve que plus ça va et plus on va vers une muséologie qui est plus dense, qui est plus ludique, qui est plus compréhensible, etc.
Vous avez maintenant globalement des textes qui expliquent, qui retracent la période dans laquelle le musée s'ancre ou les thématiques abordées, etc. Ou alors vous avez même ça se fait beaucoup, les petits feuillets que vous trouvez à l'accueil, qui sont gratuits, que vous pouvez prendre. Ça vous met le plan du musée et à chaque fois vous avez des petits textes d'introduction pour chaque salle. Ça peut être intéressant aussi pour comprendre. Parce que parfois vous allez peut-être pas avoir autant d'informations que vous l'auriez voulu sur une œuvre, mais dites-vous que généralement en termes d'histoire de l'art, vous avez un grand nombre de périodes artistiques, elles sont extrêmement nombreuses, vous avez beaucoup de courants artistiques, et vous avez dans chaque courant artistique beaucoup d'artistes qui ont couvert cette période, et parfois on va plutôt vous expliquer le courant artistique, parce que le courant artistique finalement donne des billes de compréhension pour toutes les œuvres de tous les artistes. Et si jamais il y a besoin de suppléments, vous allez avoir les suppléments sur les cartels. Point de vue noob, jusqu'à il y a quelques minutes, je savais pas que le panneau s'appelait cartel. Bah voilà, donc les cartels, c'est vrai que moi je le dis parce que je connais, mais pas défini. C'est désolé, je vous ai pas expliqué. Mais le cartel, c'est la carte d'identité du tableau. C'est dommage j'ai pas d'exemple de cartel. Mais en gros, vous allez avoir le nom de l'artiste, la date de naissance et de mort de l'artiste. Vous allez avoir le nom du tableau, la date à laquelle le tableau a été peint. Vous allez avoir les techniques en comment le tableau a été fait. Donc là, on vous dirait par exemple, l'artiste est Bruegel l'Ancien. Je peux vous dire qu'il est né vers 1525, mort en 1569. Si on a les informations sur les lieux, on va mettre les lieux. On sait que le tableau, c'est la chute d'Icare. On ne sait pas trop, donc l'œuvre originale est datée plutôt de 1558. Admettons que là, on a une copie. Ça serait écrit du coup... copie de l'œuvre originale de 1558, celle-ci est datée de 1583, donc on est quand même quasiment 30 ans plus tard. Là, on est plutôt sur une œuvre, une huile sur panneau, mais voilà, vous allez avoir toutes les informations, et après ça, généralement, vous avez un petit texte, parfois il est même traduit en anglais, et vous allez avoir des billes de compréhension sur... peut-être que ça va vous faire un rappel de ce qu'est le mythe d'Icare. Peut-être que ça va vous parler... ça va vous dire de manière très simple, sans trop vous spoiler, que bah oui, en effet, vous avez, si vous n'avez pas vu, il y a des jambes qui dépassent de l'eau, et c'est Icare. Et globalement, oui, vous avez quand même tous les renseignements dans ce petit cartel. Et donc le cartel, c'est vraiment c'est la carte d'identité du tableau. Vous avez même les références du tableau et tout. Vous avez le numéro du tableau dans la collection du musée. Vous avez vraiment toutes ces informations-là. Vous avez les dimensions. C'est vrai que j'ai même pas noté les dimensions. J'ai même pas regardé quelle taille il faisait. Mais voilà, vous avez toutes les informations sur chaque œuvre. Et si jamais vous ne trouvez pas le cartel, c'est que peut-être que l'œuvre est trop grande, peut-être que c'est une installation, ils ne pouvaient pas la mettre. Mais généralement, vous avez des cartels à un endroit qui reprend le plan de la salle avec des numéros, etc. Vous avez toujours toutes les informations. Vous ne verrez pas de musée sans infos, sans le minimum des infos. Ça, c'est non. Donc voilà, on a fait un aparté, mais un aparté très intéressant. T'es toujours là, Asvold ? On t'entend plus. Oui, j'ai dissocié, chef. Donc voilà pour l'œuvre de Bruegel. Je pense qu'on peut montrer d'autres œuvres qu'il a pu faire. Oui. Tu veux présenter les œuvres ? Ouais, pourquoi pas. Merci pour les explications, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux annoncer le titre quand tu le mets, comme j'ai un décalage ? Oui, tout à fait. Chasseur dans la neige. Donc là, on a encore une scène de la vie quotidienne, de la vie paysanne. Je crois deuxième moitié de son œuvre. Il y a 3 grandes périodes. Je peux rappeler les grandes périodes de son œuvre. Vas-y.
Alors, il a une période... Ah, oh, lui, je connais. Bah voilà, vous connaissez. Je pense qu'il y a des œuvres de Bruegel que potentiellement Oui, vous avez pu déjà avoir vues, etc. oui, oui. Euh, il y a eu 3 grandes périodes dans son œuvre à Bruegel. On peut imaginer que depuis... donc, il est mort, il avait 44 ans. Donc, entre la période où il a commencé à peindre et la période où il est mort, on peut diviser cette frise en 3 parties. Il y a eu sur la première partie des œuvres qui étaient composées de beaucoup de personnages, avec des scènes qui fourmillent d'informations, et ce sont généralement des scènes prises sur le vif. Ensuite, vous avez une période, la deuxième, qui s'appelle, elle a vraiment un nom, qui s'appelle le cycle des mois, mois M-O-I-S. Et là, il va représenter la chasse, la nature, la moisson, etc. Et après, en troisième partie, vous allez avoir des tableaux avec de grands personnages qui se détachent du paysage, et le paysage ne devient plus qu'un fond. Voilà globalement les 3 périodes dans lesquelles ça s'inscrit. Mais par exemple, ici, vous avez donc une scène de chasse dans la neige, mais on peut quand même dire, on retrouve toujours ce truc des détails qui fourmillent, etc. Ça ne veut pas dire qu'il a totalement arrêté certaines choses. On va dire qu'il y a toujours un fil conducteur, comme on a pu le voir déjà il y a 15 jours avec Hockney. Il y a toujours un fil conducteur dans les œuvres des artistes, même si on ne le voit pas forcément. Mais il y a quand même des périodes où, pendant cette période-là, il a plutôt fait ce type de peinture. Dans cette période-là, ce type de peinture, etc. Mais ça reste cohérent. Voilà, je te redis, à toi. Est-ce qu'on peut zoomer sur les petits chiens? Oui, en plus, je viens de voir, il y en a un, il a une queue en spirale. Non, mais ils sont extraordinaires. Les petits chiens. En réalité, j'ai pas grand-chose à dire sur Non, mais... sur ce tableau, mais j'ai envie juste de pointer quelques éléments, quelques scènes un peu rigolotes, et après on pourra faire un petit... Le chien nous regarde, je viens de le voir. Oui, il y a un chien qui nous regarde au premier plan, tout à fait. Le chien nous regarde. C'est la peinture de Bruegel fourmille de ce genre de petits détails. Quasiment tout est trouvable en grande taille sur Wikipédia, parce qu'on ne pourra pas forcément Non. faire tous les détails. Si vous les regardez, il y a vraiment des choses qui sont très amusantes, très intéressantes. Est-ce qu'on peut faire peut-être après un petit zoom sur la glace à Juste droite, là. un petit Ouais, peu au le milieu. lac... Le lac gelé, ouais. Ouais. Ou ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes peintures. Je pense que ça vient d'un vécu personnel, mais des gens, si on zoome encore un petit peu sur la glace, des activités quotidiennes, on va dire, des gens, et que on voit qu'à toute période, on savait s'amuser quand même. Il y en a un qui est tombé. Oui, alors il adore quand il y a un truc de glace, mettre quelqu'un qui se vautre. Il y a toujours des enfants et des adultes qui font du patin ou de la luge. Il y a toujours des gens qui galèrent à marcher sur la glace. Il y a le jeu ici des palais. Ouais. Il y en a avec une crosse, je crois, à gauche. Oui, il y a des crosses ici. Il y en a plusieurs. Celui qui s'est vautré, il est extraordinaire. Ouais. En fait, il a l'air en position de fœtus, tu sais. Il est en mode mon Dieu, je vais rester ici pour la fin de ma vie. Je souffre, je me suis pris la glace. Il y a 3 patineurs coordonnés aussi. Oui, juste ici. Les Ils enfants. sont beaux. Oui, c'est des enfants. Ils sont splendides. Donc, on a beaucoup parlé du rapport au travail, au labeur dans l'œuvre de Bruegel, mais il y a aussi énormément de rapports au plaisir et au plaisir simple. Ouais. On parlait un peu de sa peinture, on va dire, morale. J'ai pas envie de dire moraliste, parce que je trouve pas qu'il soit moraliste. Non. Mais morale d'exprimer un point de vue sur l'orgueil, sur la cupidité. Mais s'il y a bien un truc qu'il n'exprime jamais, c'est jamais d'excès on va dire, de table ou de boisson ou de... Il a fait beaucoup de sets de banquets, de mariage. Ils sont jamais peints négativement. Oui. C'est jamais, c'est jamais de la gloutonnerie démesurée. C'est toujours. Comme on disait tout à l'heure, c'est quand même le type qui s'invitait au mariage, quoi. Donc à un moment donné. Et donc il représente toujours, même les côtés négatifs entre guillemets de la vie paysanne. Et je les trouve très bienveillants. C'est souvent de la petite stupidité, de la petite gaffe. C'est toujours. Il est peint toujours sous un jour plutôt avantageux, je trouve.
Alors, il y a Sam qui pose une question. La vraie question sur son rapport au travail, était-il communiste? Ouais, bien sûr, il a écrit un bouquin, voilà, le manifeste du Parti communiste. C'était juste avant Karl, mais hélas, le livre a été perdu. Et puis comme on a Ah, beaucoup de détails de sa vie perso, ouais, c'est pas facile d'y répondre. c'est facile à trouver. Tableau Ah, tiens, suivant. à ce propos, est-ce qu'on peut faire la bataille des Ah, tirelires et et des ah coffres-forts? oui. Pour rebondir sur le Attendez. commentaire de Sam, était-il communiste? Ah oui, si, il est là. La bataille des tirelires et des coffres-forts. Donc ça, c'est une gravure. Donc sans doute, je Il a pense qu'il fait y a la pas mal préface. d'exemplaires en... Après, il y a pas mal d'exemplaires en circulation. Et encore une fois, on retrouve cette critique de l'argent. Je pense le truc qui revient le plus Ouais. avec la vie paysanne, c'est la critique de l'argent. Et là, c'est juste voilà, une petite moquerie de l'argent est toujours... mène toujours au conflit, mène toujours à avoir Mhm. envie de plus. Et si on zoome un peu sur des détails aléatoires, c'est toujours très rigolo. On retrouve, on va en reparler, des, des choses qui s'inspirent, enfin qui sont dans la directe lignée de peintres du Moyen Âge, comme Bosch qu'on va voir tout à Mhm. l'heure, Hieronymus Bosch, où on a vraiment des espèces de personnages grotesques. Et encore ceux-là, bon bah c'est des hommes tirelires et des hommes coffres-forts. Mais il y a vraiment des trucs plus grotesques et plus absurdes encore que ça. Ouais. Je voulais dire Et un truc. j'adore Est-ce que vous les mouvements savez, de lance. Pardon. est-ce que vous connaissez, est-ce que ça vous parle quand on vous dit de la gravure? Vous savez ce que c'est que la gravure? Est-ce que vous connaissez, parce que là, on n'est pas du tout sur un type d'œuvre crayon sur papier, hein. On est vraiment, la gravure, c'est une technique à part entière. Les lances, là, il a vraiment un truc avec les lances très perpendiculaires, parallèles, pardon, parallèles les unes aux autres. Oui, On sent qu'il s'amuse pas bien avec vraiment, non. les traits de composition. Est-ce que je fais mon petit truc sur la Vas-y, fais le gravure? point sur la Allez, gravure. la gravure, c'est trop chouette la gravure. Donc vous imaginez, est-ce que je regarderai pas si je trouve un truc? Gravure sur cuivre. Attendez, on va mettre... Je vais vous trouver une image, ça sera plus parlant, je pense quand même. Même si je pense que je l'explique très bien. Sans me jeter de fleurs. On va juste ouvrir l'image dans l'autre onglet. Toc, la gravure. La gravure, en gros, vous avez une plaque de métal. À l'époque, on utilisait surtout du cuivre. Et vous allez tout simplement graver dans la plaque de métal votre dessin. Vous allez évidemment le graver en miroir, parce que une fois qu'il est appliqué, que la plaque est appliquée sur le papier, le dessin va être inversé. Donc il faut y penser. Le texte doit être inversé. Et en gros, vous allez donc graver cette plaque. Ensuite, vous allez mettre de l'encre sur cette plaque. Vous le voyez dans les sillons, dans les endroits qui sont gravés. Vous avez une encre plutôt grasse, noire, qui va être mise dedans. Après, vous allez essuyer la plaque de façon à ce qu'il y reste de l'encre que dans les rainures, mais surtout pas sur la surface. Et ensuite, votre plaque, vous allez la mettre sur une presse. Est-ce que j'ai une image de ça? Vous allez mettre votre plaque sur une presse avec le papier par-dessus. Et vous allez passer votre plaque sous la presse. Et avec la pression du rouleau, toute l'encre qui se trouve dans les zones qui ont été gravées va venir se reporter sur le papier. Donc si on regarde... alors ça c'est une vidéo, j'ai pas envie de vous mettre ça. Je préfère vous mettre des vidéos quand je sais quelle est la teneur de la vidéo.
Si je mets technique, Je comble un peu. Là, donc c'est la gravure sur cuivre qu'utilisait Bruegel. Il y a des techniques antérieures mais qui perdurent aussi à son époque, qui est la gravure sur bois, où là le principe est contraire. Mm. C'est-à-dire qu'on bosse en négatif et le trait, ça va être ce qu'on creuse pas. Donc on va creuser le bois pour avoir le négatif et l'encre va se déposer uniquement sur ce qui n'est pas gravé. C'est la technique qu'utilisent par exemple les graveurs japonais. On va avoir un exemple plus ouais, tard les estampes. d'un travail de Hokusai qui est selon ce format-là. Désolée, l'image Les- est très petite, mais bon, ça vous montre quand même. Vous avez donc la gravure, donc là c'est du métal, c'est du zinc. Vous avez la gravure, donc la plaque de métal. Et une fois que c'est passé dans une presse, vous avez le dessin qui est reporté sur le papier. Donc vous voyez bien la façon, l'effet miroir que ça fait. Donc quand je vous disais, bah, si on veut que sur le papier, donc sur le rendu final, on puisse lire le texte, il faut que sur la plaque, le texte soit à l'envers. Voilà. Et donc là, Si ce que vous aujourd'hui voyez voulez ici, faire de... Pardon, vas-y. ce que vous voyez ici, c'est une gravure, je pense, sur métal. J'ai même pas regardé. Oui, ça, c'est sur métal. Le Bruegel? Ouais, Oui, j'ai checké, c'est ouais, de la gravure sur métal, ouais. Vous pouvez faire un ça se petit voit. atelier gravure chez vous, si vous n'avez pas de plaque de zinc ou de plaque de cuivre à proximité. Déjà, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Et ensuite, vous pouvez tout simplement prendre du Tetra Pak, donc l'intérieur des bouteilles de jus d'orange. Ou Ça de lait. fonctionne. Je sais pas si Ou de le lait. lait est encore... Et vous savez, Je sais pas, ça dépend, je pense. les bouteilles en carton de jus d'orange, quand vous ouvrez, quand elle est vide et que vous regardez à l'intérieur, il y a un aluminium à l'intérieur. Et en fait, vous pouvez graver dedans. Vous pouvez graver avec une petite mine et vous pouvez mettre de l'encre ou de la peinture et faire ce truc de pression après par-dessus avec un rouleau ou avec une cuillère, le dos d'une cuillère. Mm. Et ça va reporter ce que vous avez, l'encre que vous avez mis dans les rayures sur le papier. Voilà, vous pouvez faire ça avec de la bricole. Ou alors avec un petit morceau de bois, du médium. Vous pouvez faire de la gravure aussi. Ou du lino, ça marche très bien. Du lino, ouais, du linoléum. Ce que vous mettez par terre des fois dans certaines pièces. Bah pareil, vous pouvez graver le lino et vous pouvez vous en servir pour faire de la gravure. Mais pour le coup, le lino, c'est beaucoup plus simple à appréhender aujourd'hui parce qu'il y a des kits dans tous les petits trucs, Ouais, les magasins d'art créatif. Vous trouvez des kits de gravure sur lino. Tout à fait. Vous pouvez faire des tampons si vous voulez. Quelle autre œuvre? Les moissons. Ouais, les moissons, on va repasser là-dessus, ça me va. Encore une scène de vie quotidienne, encore dans le cycle des mois, où là on a, voilà, donc une scène importante de la vie paysanne de l'époque. On a la récolte des moissons avec la bonne bouffe et le mec qui s'endort au pied de l'arbre. Encore une fois, voilà, c'est labeur, c'est plaisir. Et le labeur, j'ai l'impression que c'est quand même... C'est pas un truc un peu masochiste, catholicisme énervé de on souffre. Même le labeur a l'air de te... c'est cool, la vie quotidienne, quoi. Ouais, c'est voilà, comme ça. C'est ça. C'est tout ce qu'on fait, mais ça n'a pas besoin d'être une souffrance. Et même chose, les plaisirs, ils sont simples, mais ils sont là. Jean-Michel qui fait sa sieste. Il y en a une autre, c'est une gravure, on ne l'a pas mise, mais je crois pas que ce soit une gravure, c'est juste un dessin où c'est plus resserré, ça doit être un peu plus tard dans sa vie. Et on les voit de dos, et il y en a un qui se sert un verre au milieu du champ. Enfin, Ouais. Ils sont à moitié en short, c'est rigolo. Et aussi. même là-bas, on a l'impression que encore ça continue de s'amuser dans les prairies. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Période plus récente, je pense. Quoi le titre? Triomphe de la mort. Triomphe de la mort, c'est une période plus ancienne. Ah, plus ancienne. C'est à peu près. Comme quoi, on même voit le période fil que rouge c'est- entre chaque période. Ouais. À la Triomphe de la mort, on est vraiment sur des thèmes qui sont très religieux, même si on dirait pas comme ça.
C'est les thèmes de l'Apocalypse, sans être une description de l'Apocalypse, mais c'est vraiment ces thèmes Mm. qui sont héritiers directement du Moyen-Âge, inspirés de la danse macabre, inspirés comme une fois des peintures de l'enfer de l'Apocalypse, où on a vraiment des scènes qui visent à quasiment inspirer la terreur religieuse, même si, encore une fois, chez Bruegel, il y a plein de détails où, en vrai, c'est un peu too much, quoi. C'est un peu grotesque. Ouais. Je savais pas jusqu'à dire que c'est marrant parce que ça s'appelle le triomphe de la mort. Mais si tu peux zoomer au hasard sur quelques points, c'est quand même assez. Donc il y a un squelette avec un espèce de masque humain hyper étrange. Il y a plein de. Il y a un squelette sur un cheval quand même. Ouais, bah ça c'est. Bon, les motifs classiques d'un peu de Cavalier de l'Apocalypse. Mais pour ce foison, c'est peut-être vraiment des. Là, on est sur des choses plus Moyen-Âge, représentation classique de la fin du Moyen-Âge. Ah bah Quelque attends, chose mais qui, encore un une fois, on autre, retrouve chez Bosch. un autre qui est quand même très connu, c'est le dénombrement De de Bethléem. Bethléem. Ouais, tout à fait. Parce que là, on est un peu dans la même vibe que la chute d'Icar. Donc, dénombrement de Bethléem, il y a un épisode du Nouveau Testament, donc encore un truc biblique. Mais, encore une fois, si on n'a pas le titre, je pense que c'est impossible de comprendre que c'est le dénombrement de Bethléem. Parce que le personnage principal, Marie, elle est toute petite sur son poney au milieu. Et c'est même pas C'est un évident âne. C'est même pas un poney, c'est un âne. Oui, Ok. bah oui, c'est un âne, c'est logique. C'est même pas évident que ce soit la Vierge Marie. Mm. Et encore une fois, le paysage et le contexte, en fait, il est héritier de son époque. Et ça, c'est quelque chose qui est cher à Bruegel, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la peinture du Moyen-Âge. Ils vont pas essayer de faire une démarche historique de représenter à quoi ressemblait Bethléem, la Judée, la Palestine à l'époque. Ils s'en fichent complètement. Ils représentent les gens et les scènes selon leur code actuel. Parce que pour eux, c'est allégorique et ça doit être compris par tout le monde dans leur contexte local. Et ils n'ont aucun intérêt à montrer, à faire une scène étrangère et étrange pour les gens. Mhm. Donc c'est toujours dans l'esprit. C'est pour ça que dans plein de peintures du Moyen-Âge, par exemple, les soldats qui crucifient Jésus, ils sont en armure médiévale. Ce qui n'a aucun sens. Parce que c'est des Romains. Mm. Mais on va se réapproprier le rapport à l'histoire à la Renaissance. Alors, il y Au a, Moyen-Âge, c'est pas important. il y a aussi le fait que, j'ai lu ça, que les textes religieux ont été... c'est une époque où les textes religieux ont été réécrits dans une langue... Enfin, Ils sont traduits donc en vernaculaire, donc en langue du pays, du peuple. Voilà, c'est ça. Je crois qu'ils disent langue vulgaire ou je sais plus quoi. Ouais. Et donc, on en arrive à avoir des personnes qui peuvent enfin lire et comprendre les scènes religieuses. Et ça va avec le fait que vous avez quelques peintres, dont Bruegel, qui vont, du coup... Enfin, ça s'aligne avec le fait que les scènes bibliques deviennent plus facilement compréhensibles pour cette époque-là, pour ces personnes-là aussi. Donc elles s'ancrent dans la vie quotidienne de ces personnes-là. Il y a un rapport à ça qui est assez intéressant. Et vous avez sur ce tableau encore des mioches qui s'amusent sur la glace. Sur la glace, toujours. Des luges, et je crois qu'il y en a deux qui jouent avec une toupie derrière. C'est bien une toupie, est-ce que tu peux zoomer? Ah. Je pense que c'est une toupie. Il y avait déjà ça Est-ce tout à l'heure. Ah ouais, c'est possible. Mm. Donc déjà Beyblade à l'époque. Toupie Beyblade. Ouais. Ouais, c'est une toupie, c'est ça. Ouais. Incroyable. Et le petit chariot luge. Les boules de les neige. combats de toupies que ça va faire là après. Ouais. Et derrière, il y a encore quelqu'un qui se vautre derrière sur la neige. Je m'en souviens. Je le vois pas. Ah, on a des personnes à gauche. J'ai un décalage, donc sur la glace à gauche, il y a quelqu'un qui tombe. Ah oui, là-bas. En haut à gauche. Mais oui. Il y a une bonne femme qui est tombée. Voilà. Passion Gamelle. Passion Gamelle, ouais. C'était le zap, je sais plus comment on appelait ça, l'émission. Déjà le zapping à l'époque. Déjà fan de vidéos de gens qui tombent.
Et il Je y a des sais, gars qui vieillissent pas, hein, vraiment. je sais pas si on va tout montrer au niveau de ses œuvres. Je vais quand même Non, pas montrer forcément. Qu'est-ce qui. le suicide de Saul, Suicide de Saul, La sans parabole trop des aveugles et La viser. tour de Babel. Ça pourrait Ouais, être les 3 derniers. vidéo gag. Le vidéo gag, c'est ça, merci. Moi, je vous montre Ah celle-ci oui. juste pour cette armée monstrueuse de personnages, tous rangés les uns aux autres, simplement parce que ce tableau me fait penser à un tableau bien plus contemporain qu'à cette époque. Et comme aussi tout à l'heure avec la chute d'Icare, le suicide de Saul, il se passe sur le côté, juste ici. Et donc, il est... Enfin, si vous regardez pas, vous le voyez pas. Et en même temps, vous avez à nouveau cette marée d'hommes qui va vers la Seine. Hein. Donc, techniquement, enfin, ça fait une espèce de courbe qui invite le regard vers la Seine. Ouais, même le promontoire qui est au milieu, il a l'air de diriger vers la De diagonale gauche. glisser vers la... Ouais. Encore une fois, les ombres, elles sont super bien placées Ouais. Pour avoir, mettre ça en valeur. pour avoir un espace plus clair, délimité avec une zone plus sombre, etc. Ouais, c'est toujours quelque chose en composition. Vous avez peut-être ce tableau que vous connaissez qui est la tour de Babel de Bruegel, la construction de la tour de Babel. Encore un sujet religieux et encore un petit peu un décentrement, même si forcément la tour de Babel occupe tout. Mais généralement, dans les peintures de la tour de Babel, on montre la chute de la tour de Babel, les gens qui se comprennent plus, l'effondrement de la tour. Et là, non, on montre la construction. Avec, si on zoome sur certaines parties, il y a des roues, ce qu'on appelle des cages à écureuils, qui sont des roues en bois qui sont vraiment... Sam là en puzzle. Et là, voilà, c'est Bruegel. Avec donc, ce qu'on appelle des cages à écureuils, qui sont des formes de grues médiévales, où une personne se mettait dans la roue pour soulever des pierres. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé pour la construction de bâtiments, de cages à hamsters, cathédrales non et de... on appelait ça des cages à écureuils à l'époque parce que les hamsters n'étaient pas domestiqués. Ah bah voilà. Hamster, ça vient de... Je ne sais plus où, mais c'est... À l'époque, c'est pas dans leur paysage culturel. Donc voilà, Chouette, encore, hein, avec la ça fournit couleur. encore des détails. La couleur est incroyable. Ouais. Là, c'est rouge au niveau du haut de la tour, moi, je les trouve splendide. Espèce de rouge rosé, là, j'aime beaucoup. Qui met en valeur l'intérieur de la tour et embrasé par le soleil, je sais pas trop. Ouais, c'est très très beau. J'aime beaucoup ce tableau. Les petites infos d'Asvold sont pépites. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent par rapport à il y a 15 jours parce que, en effet, Asvold est avec moi et c'est un peu une co-animation. On s'était mis d'accord là-dessus. Parce que c'est une période que Asvold adore, en fait. Donc, il est beaucoup plus calé que moi. Moi, je suis beaucoup plus calée dans la période moderne et contemporaine. Donc, voilà. On fait une co-animation, donc il a beaucoup la parole. Je lui laisse beaucoup la parole. C'est gentil de me permettre ça. Si jamais vous êtes en Bourgogne, eh bien, bravo à vous déjà. Si vous êtes de passage là-bas et que vous allez au... Pourquoi j'ai un trou alors que j'y suis allé 3 fois, au secours. Ah oui, au château... J'ai une tasse littéralement qui est à quelques mètres, que je ne peux pas voir, avec le nom. C'est terrible. Et ils sont en train de construire un château médiéval depuis 20 ans. Et donc, il y a notamment il y a ces cages-là, ces systèmes de grues qui sont visibles et ils les utilisent au quotidien pour monter les pierres. Le but de la construction du château, c'est de faire un château avec les techniques médiévales de l'époque. Guédelon. Donc, c'est mis un travail... Guédelon, merci. Je suis en train de le retrouver. Donc, au site de Guédelon, si vous passez en Bourgogne. Et voilà, ils utilisent des techniques d'époque, ils font de la médiation autour de ça et de la reconstitution historique. Et c'est assez fascinant de voir ça en action. C'est trop bien de voir des gens marcher dans la roue et de voir la plateforme se lever avec les pierres jusqu'en haut des remparts et voir les tailleurs de pierre s'emparer de ça. Un tableau de fin de Parabole vie. des aveugles ? Oui, je viens de l'ouvrir. Super. J'allais te le dire. Un tableau de fin de vie. Plutôt fin de carrière d'artiste, il me semble. Et fin de vie, parce que c'est 1 an avant sa mort. Si voilà, fin de vie.
Donc, la parabole des aveugles. La parabole des aveugles. On retrouve un peu... Pardon, je prends toute la place. Vas-y. Non. On retrouve encore une fois un truc religieux, parce qu'en fait, ça vient du Nouveau Testament, qui... j'ai pas la citation exacte, hein, vous m'excuserez, je connais pas la Bible par cœur, qui est... Jésus parle d'aveugles menés par des aveugles, sous-entendu de si on fait confiance à des gens qui se... Enfin, encore une fois, c'est une critique du pouvoir, hein. C'est voilà, les puissants qui font des choses pour leur intérêt perso ou sans réfléchir, sans connaître, et les gens qui suivent aveuglément ces gens-là. Donc ça invite à la critique et à la réflexion. C'est une illustration de ça. Donc on retrouve le goût de Bruegel pour les dictons, pour les paraboles. Et pour la chute. Et pour la chute aussi. Et pour la chute. Vidéogag. Et pour Vidéogag. Là, on est sur... voilà. Et on voit les visages progressivement paniqués, ce que je trouve assez, une fois, assez rigolo, assez cruel et rigolo. Ouais. De la personne derrière a l'air plutôt tranquille. Et plus ça progresse, plus on sent la panique sur les visages. Il y a aussi un médecin qui a écrit je sais pas si c'est une thèse ou un papier, un article dans un journal, et qui dit que les yeux des aveugles correspondent à des pathologies réelles. Ok. Voilà, il n'a pas peint les yeux au hasard, le médecin a décrit chaque pathologie, visage d'aveugle comme étant une pathologie précise. Ok. Je trouve ça intéressant. Encore une fois, c'est ce qui doit vouloir dire qu'il a étudié et qu'il a rencontré et fait des esquisses sur le vif de gens avant de faire son tableau. Est-ce que tu as les proverbes flamands ? Oui. Est-ce que j'ai les proverbes flamands sous les yeux ? Attends, vas-y, je te laisse ouvrir et commencer à en parler. Je vais... Alors, on parlait tout à l'heure que dans la chute d'Icare, il y avait l'épée et la besace qui faisaient référence à un proverbe qui était épée et argent requièrent main astucieuse. Et en fait, il a fait ce tableau, et ce tableau, c'est... Alors, je sais pas si c'est le vrai titre, proverbe flamand. Si. Ah ouais. Et donc, il a illustré, en gros, plusieurs proverbes flamands. Allez, je t'invite à sélectionner n'importe quel endroit et je te dis le proverbe. Il y a un article Wikipédia qui est merveilleux et qui liste tout. Est-ce qu'on serait pas intéressé par l'écu par la fenêtre ? L'écu par la fenêtre. Alors, c'est en numéro 58. L'écu par la fenêtre. Je vous dis ça tout de suite. C'est dans la zone jaune. C'est se frotter le derrière contre la porte. Manquer de reconnaissance. D'accord. Ok. Très bien. Là, le mec qui tombe du banc. Mec qui tombe du banc. Alors attends, parce que je ne vois pas où il est. Mec qui tombe du banc, donc c'est cette zone-là. En bas à droite. En bas à droite. Attends. Faut que je repère parce qu'il y a des numéros qui correspondent. C'est le numéro 13. Numéro gagnant et le numéro 13. Ils sont deux. En fait, ils sont deux, ils sont en train de se tirer l'un et l'autre. Oui. Regarde. Oui. Et donc, ils vont tomber. Tirer pour obtenir le plus gros morceau. Donc, c'est toujours vouloir la plus grosse part et en subir les conséquences, encore une fois. Les chiffres vont de combien à combien ? Un truc. Les chiffres vont de 1 à... je crois que le plus grand, c'est... Attends, parce que c'est un peu de hasard, comment ils ont organisé ça. 80. Il y a 80 proverbes. Et donc, vous avez un article qui s'appelle « Les proverbes flamands », toile de Peter Bruegel, et on a la peinture en noir et blanc avec tous les numéros et des screens et tous les... Voilà. Un mordeur de pilier, un faux dévot. On peut attacher le diable à un coussin, qui veut dire que si tu t'obstines, ça marche. En bas à gauche, on peut attacher le diable à un coussin. En plus, je l'aime bien celui-là. No. Il y a des trucs... Ne croyez jamais que quelqu'un qui porte de l'eau dans une main et du feu dans l'autre. Ah bon, d'accord. Incroyable ce concept, mais oui. Hein. Est-ce que quelqu'un a un numéro à nous donner, en fait ? Allez, de 1 à 80, dites-moi un numéro. Dites-nous un numéro. Mais... C'est votre signe astro. Et 15. On va le numéro 15 ? Eh bien, c'est qui dit ça ? Viva.
Eh bien, l'amour est du côté où pend la bourse. Littéralement, l'amour est à vendre. 4. Super. Katou Le nous dit 4. 4. Katou. Euh, 4. Se cogner la tête contre le mur. Tenter l'impossible. Ah, se C'est cogner la le tête contre en le bas mur, à je crois gauche. l'avoir vu. C'est En bas à ici, là? gauche, à côté du diable et du coussin. Ah non, C'est de celui qui l'autre se- gauche. L'autre, oui, l'autre gauche. Ouais. Oui, ici. Et celui Voilà. d'avant, le 15, il était où? Le 15, il était juste à côté des tireurs. C'est celui avec la bourse. C'est la moitié qui a une bourse à sa ceinture. Ah, ok. 28. Ah oui. 28. Vouloir bailler comme un four. Tenter ce qui ne peut être accompli. Amusant que ce soit Sam qui est baillé comme un four. Parce que ton four, il baille bien là. Et c'est quelle zone? Baillé comme un four. Attends, je le retrouve sur la map. Tout à droite. Tout à droite. Ah oui, là. Oh, Un peu punaise. ouais, un peu en bas. Voilà. Le Peter Bruegel l'ancien à Call Out. Ça Call Out, remue c'est le ça, couteau c'est dans bon. la plaie, c'est moi. Et oui, c'est toi. Remets le couteau dans la plaie, je pense qu'il est pas dans la Nouvelle liste, par photo de contre, je suis désolé. profil. J'avoue, c'est vraiment dans son four en plus. C'est terrible. C'est terrible. On a quand même un cul qui dépasse un Ok. panier. On a. Oh là là. Ouais, les deux culs dans la fenêtre, c'est ma Non, mais partie même, on a préférée. celui-là, là. Avec les œufs sur pattes. Cul, Et, cul du panier. le Qu'est-ce cul que du c'est que ça panier. Cul du panier, ce sera notre dernier. C'est. Alors, il est où 29. Être suspendu entre ciel et terre. Se trouver dans une situation embarrassante. C'est embarrassant, effectivement. Je pense que. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'il a mis l'œuf juste en dessous, quoi. C'est Ah, ça oui. qui est, Oui. qui est dingue. Il sait rire quand même, hein, Peter. Allez, est-ce C'est qu'on très fait, ludique et ça me rappelle un truc, ça me rappelle un certain jeu. Ah oui, bah voilà. Est-ce qu'on fait... tu me tends la perche pour Oui. bien C'est approprier, ça. et en effet. Ça va être l'occasion pour regarder d'autres artistes. Alors, on va quand même faire un truc chronologique, un minimum. Il y a des choses qui nous font juste penser à, et des choses qui sont vraiment bien définies dans l'histoire de l'art. Donc Ouais, là, des on choses qui a sont des liens Bosch, logiques et on a d'autres non. le Jardin des délices de Ouais. Bosch, Jérôme est- Bosch. qui Ouais, est pardon. un prédécesseur Ouais. de Bruegel. Ouais. Antérieur, mort quelques années avant la naissance de Bruegel. Ouais. Même zone géographique, mêmes influences. Une parenté qui est assez évidente si on zoome un petit peu. Voilà, on retrouve vraiment des thèmes, mais Bosch, on a vraiment plus le côté religieux, le côté exemple, le côté servir d'effroi ou d'exemple aux gens. Mm. Et c'est pas le plus grotesque, il y en a vraiment il Ouais. y a vraiment des tableaux absurdes de Bosch. Je sais qu'on est. J'ai vu le commentaire de FIFA. Il y a plein de gens qui se disent oh là là Bosch, mais c'est trop bizarre, c'est trop. Il a dû être considéré comme hérétique à l'époque et tout ça. Et non, c'est très classique du Moyen Âge de Ouais, représenter des choses ouais. grotesques pour montrer ce que c'est que l'enfer, pour. Si vous regardez les Donc, enluminures au Moyen-Âge, Mm. vous avez des choses vraiment très bizarres. Mhm. Très, très bizarres. Un peu malaisant non, ce c'est tableau, pas- oui. Oui. C'est sûr. Ouais, il y a- Bah, nous, on le regarde ah, avec un œil différent aussi, quoi. Mais voilà. Vous Lien de avez parenté également direct. Van Eyck Mhm. avec je sais plus comment il s'appelle exactement, portrait de l'artiste ou parce qu'il y a non, c'est portrait. Van Eyck. Non, c'est j'ai oublié Portrait des époux quelque chose. Oui. Pardon, j'ai pas le nom. Je peux retrouver ça en même temps que j'explique. Donc lui aussi hollandais, aussi prédécesseur, un peu moins Ouais. prédécesseur ou contemporain. Peut-être Non, prédécesseur, mais c'est- vraiment de très très peu. C'est dans les mêmes années. Il me semble que c'est dans J'ai les pas mêmes entendu. années. Mêmes années, ok. sais Ces plus. portraits. Le portrait.
Donc, ça rebondit complètement avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mhm. C'est que... alors, je cherche mes mots parce que je cherche Oh, le ça, je nom en connais, même c'est temps. dans le générique de Desperate Housewives. Tout à fait. Le Pardon pour mes portrait rêves, mais non, mais d'Arnold c'est vrai. Finney. Arnold Finney. Arnold Finney, ok. Donc Oui, Arnold Finney, c'est ok. Arnold Finney, ouais. C'est complètement ce qu'on disait tout à l'heure sur les peintres changent un petit peu de milieu, de financier, et on voit les premières peintures des ducs et des grands bourgeois. Donc là, on est sur de la commande et, de la commande d'un couple sans doute un peu fortuné. Mhm. Voilà. Alors, Ce détail. chapeau me perturbe, on dirait Jamiroquai en fait, le mec. J'ai un flash là. Détail petit chien et détail miroir du fond. Ouais, alors on le voit pas trop, On mais voit pas le détail Ah ouais. dans le miroir du fond, Ah, c'est que c'est pas mal. ici vous avez le peintre. Ouais. Le peintre s'est représenté dans le miroir. Le miroir est fou, ouais. Et donc c'est Premier un... selfie. on- Je sais pas si c'est le premier Peut-être sans doute pas selfie, le premier, mais mais non. c'est assez intéressant. On avait parlé d'Hockney il y a 2 semaines. Hockney a fait, comme je vous l'ai dit, un documentaire qui s'appelle Technique Secret oublié, un truc comme ça, Secret perdu, qui parle de la caméra obscura et de Mhm. la manière dont les peintres de la Renaissance et du Moyen Âge utilisaient des techniques optiques pour Vous faire vous un équivalent à souvenez, la photo. vous vous souvenez de ce Et qu'on vous a expliqué là, il y a 15 jours sur la caméra obscura? j'espère parce qu'il y a une interro. Hein. J'espère, parce qu'il y a une interro en fait. Là, clairement, il y a une interro. On Et donc vous a expliqué le miroir ce procédé. témoigne clairement de ça. Et il parle de Van Eyck dans ce documentaire. Et Et en fait, si vous on- regardez derrière ici, le vous peintre, on avez voit la fenêtre. voilà, Et ce petit trou qui est percé dans le miroir. les secrets perdus des maîtres anciens. Ça doit être ça, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. On a Rubens. Ouais, Rubens, donc, qui est après Bruegel, toujours dans la même zone géographique. Et là, on arrive sur vraiment la Renaissance à peindre. Il y a un dicton qui est souvent dit sur Bruegel qui dit qu'il est le dernier des gothiques et le premier de la Renaissance. Il est vraiment à cette période charnière entre les deux. Et donc, on a vu Van Eyck et Bosch qui étaient gothiques avant, même si Van Eyck c'est discutable, et Rubens qui attaque la Renaissance juste après dans la même période. Mhm. Et ça va être après Rubens, c'est la fin de l'école flamande qui va s'effondrer à cause de plein de problèmes économiques et ça va être la fin des maîtres flamands Ouais. après Rubens. Après, on a quand même Jean-François Millet Oui. avec les glaneuses, avec le réalisme. Là, on est en 1857. On a la représentation dans le réalisme des scènes du quotidien, dont les paysannes qui travaillent dans les champs. C'est quelque chose qu'on revoit bien plus tard avec le réalisme et qu'on voit aussi beaucoup avec l'impressionnisme. On en a parlé aussi il y a 15 jours. De ces scènes qui représentent la nature, le cycle de la nature, parce que c'est vrai que le cycle aussi, on n'en a pas parlé, mais le temps qui s'écoule, les mois qui passent, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les œuvres de Bruegel. On a vu Le cycle des mois, sa deuxième période. Oui, c'est ça. Et on a vu donc des périodes enneigées, etc. Mais on a vraiment quelque chose de l'ordre de la nature qui suit un cycle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au moment du réalisme et de l'impressionnisme. Ouais. Donc c'est pas des courants qui sont inspirés de l'école flamande, mais on trouvait intéressant le parallèle que après la Renaissance, cette espèce de réalisme et de représentation de la vie paysanne renaît parmi Par d'autres contre, courants. ce qui est intéressant, c'est que au moment du réalisme et surtout de l'impressionnisme, les artistes de l'impressionnisme comme Claude Monet par exemple, faisait une collection d'estampes japonaises. Japonaise, oui. Japonaises. C'est déjà quelque chose qui on peut mettre en lien avec Bruegel et avec sa pratique de la gravure notamment.
Donc là, vous avez une estampe de Hokusai, et quand on regarde, on est toujours dans les mêmes sujets finalement. On est toujours dans cette représentation. Vas-y. Donc même chose, hein, pas de lien direct, pas de lien de filiation. C'est juste que ça nous a semblé assez frappant tout de suite chez Hokusai. Alors Hokusai, forcément, on connaît la vague. Même dans la vague, il y a une barque de pêcheurs qui est au milieu de la vague. Et il y a quand même très très souvent cette représentation de la vie quotidienne, de la vie paysanne ou de la vie bourgeoise. Il y a des scènes de ville, on voit des marchands, on voit des gens bien apprêtés. Et puis la technique de la gravure. Alors là, c'est pas de la gravure sur métal, c'est de la gravure sur bois. Et encore une fois, des œuvres qui se vendent et qui se vendent pas seulement aux grandes semondes, même si elles se vendent aux grandes semondes, mais qui commencent à se vendre aux marchands, aux petits bourgeois et à d'autres publics. Et un fonctionnement similaire au fonctionnement de Bruegel et des maîtres flamands, c'est-à-dire un fonctionnement par atelier. On a un peintre, un maître, on va dire, qui chapeaute un atelier et des élèves qui vont l'assister et qui, parfois, s'ils sont assez bons et ils sont assez appréciés par le maître, vont monter leur propre atelier. D'ailleurs, on n'a pas pensé à le dire, mais la femme de Bruegel est la fille de son maître. De son maître, ouais. Il a pécho la fille de son maître. Ouais. Ou peut-être que son maître l'a fait pécho sa fille. On sait pas trop. Oui, c'est peut-être plus de mariage arrangé à l'époque. Ouais. Fun fact geek, l'œuvre de l'églaneuse de Millet fait partie des toiles à collectionner dans le jeu Animal Crossing New Horizons. C'est vrai que dans le musée de Animal Crossing, vous avez des œuvres véritables du monde réel. L'étoile de Runar. Oui, l'étoile de Runar. Trop bien, c'est vrai. Une visite de musée Animal Crossing. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Ce serait drôle, en vrai. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai pensé, donc quand je vous remontre l'œuvre de... cette œuvre de Bruegel, avec ce mouvement... En fait, je trouve qu'on voit beaucoup de mouvements dans les œuvres de Bruegel. Les personnages sont tout le temps en mouvement, il y a tout le temps des lignes. On a le regard du spectateur qui est mené vers des endroits, etc. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait penser à la révolte de Luigi Russolo, qui est cette espèce de marée d'hommes qui s'en va faire la révolte, et avec ce mouvement qui est fait, mouvement horizontal qui est fait sur la toile. Il a passé un super stage s'il est reparti avec une petite copine. Ah bah peut-être, ouais, je pense. J'avoue, un drôle de stage de 3e quand même. Ouais, bizarre. Donc voilà, ça me faisait penser à ça. Moi, je rattache toujours ça à la période plus moderne. Et moi, je pouvais pas ne pas penser à ça aussi. Hein. Je pouvais pas ne pas penser à Où est Charlie. Parce que je trouve que dans certaines œuvres de Bruegel, et aussi, ça vaut aussi pour Bosch, hein, on a des... Trouvés. Alors moi, j'ai même pas regardé avant de vous le mettre, je vous avoue. On a des œuvres qui fourmillent de détails avec plein de personnages, comme je blague, ok. Comme on voyait notamment où on se disait tiens, zoom sur cette zone. On le voit encore plus avec les proverbes flamands. Alors là, c'est un bordel merveilleux. Et ben, je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser à Où est Charlie, parce que l'art, c'est aussi ça. C'est aussi de se rattacher à des choses qu'on a connues quand on était enfant, qui nous ont marqués, sur lesquelles on a passé des heures à observer. Parce que finalement, l'analyse d'œuvre, c'est ça aussi, c'est d'observer une œuvre, en fait, d'aller dans les recoins de l'œuvre, d'aller dans les détails. Alors nous, certes, on le fait pas comme des académiciens, on le fait pas de manière poussée, mais bon, je vous invite à le faire si vous en avez envie. On pourrait pas passer... je pourrais pas vous infliger ça, d'avoir... Peut-être que ça serait très intéressant, mais ça serait très long, ça serait un peu assommant. Et du coup, moi, je peux pas m'empêcher que de faire le parallèle avec Où est Charlie, parce que quand vous faites des liens avec d'autres choses, vous n'êtes pas obligé de faire des liens avec des œuvres d'art qu'on trouve dans des musées. Vous pouvez faire des liens avec tout et n'importe quoi. Et voilà. Donc, Je pense que Bruegel aurait pas renié
Ah non, je pense pas, cette non. illustration de Où est Charlie. Je pense qu'il y a un vrai plaisir aussi dans le dessin et voilà, dans la rigolade et dans Ouais, dans le gag l'amusement. visuel. Ouais. Voilà. Je pense que Où est Charlie clôture le deuxième épisode de C'est Jamais parfait. trop tard. Et j'ai pas cherché, je sais pas où est-ce qu'il est. Après, je sais pas si on a l'image en entier. Ça serait un comble. Je crois que si. Je crois que si. Toi, tu les as poncés, hein. Ouais, j'étais très très fan. J'étais à la bibliothèque. J'étais petit. Ouais. Je peux pas. Vous allez me perdre. Bon, je pense que ça clôture pas mal notre deuxième épisode. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire? Dites-moi. Même Asvold, si tu as des remarques ou quoi. Remarque, c'était super. Bah ouais, c'était trop bien. Ouais. Je passe toujours un bon moment. C'est giga chouette. ces streams. Merci. Hâte de l'épisode 3. Et bien justement, l'épisode 3 sera le dimanche 22 mars.